Salut les topiens! Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je suis en pleine Avatar Mania. Ça fait des mois et des mois que je parle de la sortie de The Way of Water, La Voie de l'eau, la suite tant attendue d'Avatar. Avatar, c'est bien sûr un film qui a marqué l'histoire des blockbusters. C'est le plus grand succès de James Cameron, qui a battu son propre record puisque c'était lui qui détenait ce record avec Titanic. Des budgets de production faramineux, des effets spéciaux bluffants, des personnages qui ont marqué l'histoire de la pop culture, qui grâce à cette suite vont prendre une nouvelle envergure et vont devenir des personnages récurrents puisque Avatar va devenir une saga cinématographique. Pendant le tournage du second Avatar, James Cameron a commencé à filmer des plans pour son troisième film. Il a même filmé, à ce qui paraît, quelques plans aussi de Avatar 4. Un film Avatar sera donc prévu tous les 2 ans. Et donc ce Way of Water est censé nous ouvrir à un nouvel arc narratif et devrait nous plonger dans une toute nouvelle saga cinématographique qui devrait durer plus de 10 ans. Et James Cameron doit dormir assez tranquille puisque les critiques autour du film sont dithyrambiques. En Chine, les projections et les premiers résultats laissent penser que ça va être potentiellement l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma sur le territoire asiatique. Et depuis mercredi, depuis sa sortie en France, déjà des chiffres exceptionnels. J'ai vu le film aussi. Et même si cette vidéo n'est pas du tout consacrée au film, c'est vrai que il est dans la lignée du premier. Et d'un point de vue technique et effets spéciaux, on verra pas ça souvent au cinéma. Et je suis aussi assez convaincu par le nouvel arc narratif, avec beaucoup de nouveaux personnages aux enjeux très différents. Et je pense que ce sont des personnages qui vont devenir des héros tels que Luke Skywalker. Ce qui m'amène au sujet de la vidéo du jour. Vous le savez, ça fait des mois, des années qu'on parle de ça sur la chaîne, le plan d'extension des Walt Disney Studios. Annoncé initialement en 2018 à Disneyland Paris, un plan d'extension qui prévoyait d'agrandir le parc et qui allait accueillir donc 3 nouvelles zones thématiques. À l'époque, on a appris la construction du Avengers Campus dans l'ancien backlot, cette zone qui est aujourd'hui ouverte à Disneyland Paris. Une deuxième zone est actuellement en construction et c'est là où il y a le plus de travaux en ce moment et c'est le fameux World of Frozen. Il y a aussi l'installation d'un nouveau restaurant, d'un nouveau flat ride sur la thématique de réponse. Il y aura aussi des jardins anglais. La zone Toy Story va aussi un petit peu s'étendre pour permettre la création d'une nouvelle entrée via l'avenue principale qui desservira le lac. Et enfin, il y avait cette troisième zone thématique qui à l'époque avait été annoncée comme étant Galaxy's Edge. Galaxy's Edge qui existe en Floride et en Californie, des zones qui existent depuis 2019. Ce qu'on appelle Galaxy's Edge ou Batuu, qui est le nom de la planète sur laquelle se passe l'action, c'est le land Disney le plus démesuré, le plus abouti. Il y a 2 attractions dans ces lands. L'attraction basée sur l'univers du Faucon Millenium, qui est donc un simulateur de vol. Une seconde attraction qui s'appelle Rise of Resistance. Et c'était en principe cette attraction et cette partie-là de la zone de Galaxy's Edge qui aurait dû être construite à Disneyland Paris. Au fur et à mesure des années, il n'a plus été question que du World of Frozen, du Avengers Campus, sans plus aucune mention de la zone Star Wars. On a parlé une première fois ici de sa potentielle annulation, et puis il y a de ça quelques temps, la présidente de Disneyland Paris a confirmé que cette zone allait bien voir le jour, mais que la thématique était encore en réflexion. Mais on n'a jamais évoqué, selon moi, la rumeur la plus probable, et qui à mon sens serait la plus logique, ce serait celle de l'arrivée d'une zone Avatar, le fameux World of Pandora. Après avoir réfléchi pendant plusieurs jours, en avoir parlé avec plein d'amis, pourquoi je pense que finalement, le choix de la raison, la nécessité, ferait qu'il faudrait que ce soit cette zone Avatar qui arrive dans les parcs Disney. Le World of Pandora, c'est une zone assez récente dans les parcs Disney. À l'époque, elle a été créée lorsqu'Avatar n'appartenait pas encore à Disney. C'était donc un partenariat entre Lightstorm, la société de production de James Cameron, la Century Fox et la Walt Disney Company, qui a donc construit World of Pandora dans son parc, dans un seul parc, à Disney Animal Kingdom en Floride. Une zone qui avait un objectif très fort. À cette époque-là, les parcs Disney étaient en pleine relance et ils avaient pour objectif de concurrencer le fameux Wizarding World du parc Universal qui jusque-là était la consécration de la thématisation sur une grande licence cinématographique et donc Disney cherchait à rivaliser. Il y avait tout de même eu la création de Cars Land à Disney California Adventure. Partout dans le monde, Disney a misé aussi sur le Toy Story Playland qu'on a à Disneyland Paris. Mais en termes de thématisation, de création d'attractions, le World of Pandora a marqué les esprits par son originalité et son niveau de détail. Le World of Pandora, il s'étend sur presque 5 hectares. Il a lui aussi, comme à Galaxy's Edge, 2 attractions. Lorsque vous baladez dans World of Pandora, le visiteur, il est donc sur cette planète Pandora, il est dans une histoire qui se passe après les événements du premier film, de nombreuses années après, et on imagine que le conflit qui a opposé les Na'vi aux humains est enfin réglé et qu'ils arrivent en fait à vivre de manière pacifique entre eux. Et donc, ils ont créé ensemble ce qu'on appelle l'ACE, l'Alpha Centauri Expeditions.
c'est une sorte d'agence de tourisme de fiction. Disney fait très souvent ça dans ses attractions, notamment aussi à Animal Kingdom, puisque c'est à peu près le même concept à Expédition Everest. C'est aussi le cas avec l'attraction Big Thunder Mountain. Pour prétexter un voyage et pour prétexter une aventure incroyable, Disney invente des agences de tourisme qui vont vous conduire dans ces fameuses aventures. La particularité de World of Pandora, contrairement à Galaxy's Edge ou même contrairement au Wizarding World, il y a peu de boutiques, peu d'activités qui laissent supposer une présence humaine. On est plongé là, dans la nature, et la spécificité de l'architecture de World of Pandora, c'est qu'il y a les fameuses montagnes flottantes. Des montagnes qui donnent donc l'illusion de flotter, de léviter, et qui en réalité sont soutenues par des poutres cachées par des lianes. Là, le visiteur est surtout amené ici pour se plonger, un petit peu comme dans le film, dans la biodiversité de Pandora, au contact de la nature, de l'eau, des plantes, des animaux. C'est aussi un des premiers lands Disney où il n'y a pas de musique, seulement des sons, des bruits d'animaux. Lorsque vous êtes en dessous des montagnes flottantes, lorsque vous faites la queue de Flight of Passage, vous entendez les fameux banshees, donc les icranes. On les entend voler tout autour de nous et on a l'impression qu'ils sont tout près. Lorsqu'on fait aussi la queue de Na'vi River Journey, la seconde attraction, on entend au loin aussi quelques bêtes qui hurlent et je peux vous dire que ça fait vraiment peur quand notamment on est plongé dans le noir et que c'est la nuit. Et puis, dans World of Pandora, il y a Flight of Passage. Et je pense que la meilleure attraction possible pour cette troisième zone thématique au Walt Disney Studios, ça devrait être Flight of Passage. À mon sens, c'est la plus belle attraction de Walt Disney World. Je l'ai dit à plusieurs reprises et après plusieurs semaines de réflexion, après mes récents voyages, je pense toujours qu'il s'agit de la meilleure attraction possible à Walt Disney World. Pourtant, il s'agit que d'un Flying Theater, ce que sait faire Disney depuis des années avec Soarin', ce qui existe en Europe, comme par exemple au Futuroscope, c'est aussi l'attraction Voletarium à Europa Park, mais c'est un Flying Theater à mon sens qui est complètement réinventé, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue artistique, parce que les images imaginées par James Cameron et sa société de production et les musiques proposées dans l'attraction font que c'est une expérience complètement unique et ultra immersive. Dans le scénario de l'attraction, on est plongé là dans une sorte de labo scientifique. Les humains et les navires y collaborent pour essayer de restaurer et de contrôler la population des Banshees. Et donc la société touristique dont on parlait tout à l'heure a décidé de réactiver le programme Avatar qui consiste à connecter des humains à des avatars. Et c'est donc là que les visiteurs sont placés et qui sont invités à voler. On fait un vol incroyable de 4 minutes 30. On aimerait que ça dure pendant des heures et on vole donc à travers la vallée de Moara. En fait, quand la Walt Disney Company, en 2018, a annoncé ce plan d'extension des Walt Disney Studios, il y avait plusieurs lectures à avoir. Il y avait d'abord la relance du Walt Disney Studios, de ce parc d'attractions qui est le parc mal aimé des visiteurs, qui n'a été construit qu'à moitié dans un contexte de crise pour la Walt Disney Company. Et puis la seconde ligne de lecture, c'était de se rendre compte à quel point, à ce moment-là, la Walt Disney Company voulait miser sur uniquement certaines de ces grandes licences qui cartonnaient à l'époque au cinéma. À l'époque, c'était Star Wars qui était en pleine relance, Force Awakens venait de sortir et on attendait The Last Jedi, Frozen, le fameux World of Frozen, pour lequel Disney n'a jamais fait baisser son intérêt puisque aujourd'hui il est dupliqué dans une très grande partie des resorts Disney. Et puis la licence Marvel, qui allait connaître d'ailleurs son apogée quelques mois après puisque c'était la sortie de Infinity War et Endgame. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé avec Star Wars. Ça a été l'effondrement de la licence Star Wars. D'abord au cinéma, même si The Last Jedi a très bien fonctionné, et on fête d'ailleurs son anniversaire cette semaine, il n'a pas recueilli autant de critiques positives que Force Awakens, et sa suite, l'Ascension de Skywalker, montrera qu'il y avait un essoufflement de la licence et de la nouvelle saga Star Wars. Aujourd'hui, si on fait le bilan de l'univers Star Wars, c'est uniquement un univers qui s'étend en série avec des budgets de plus en plus petits. Et puis, exactement au même moment, juste avant la crise Covid, il y a eu l'ouverture de Galaxy's Edge, le land Star Wars, dans leur première version, c'est-à-dire en Californie et en Floride. Et là aussi, il s'est passé quelque chose. D'abord, une première erreur, c'était d'avoir ouvert ces lands avec qu'une seule des deux attractions. L'attraction d'ailleurs qui était la moins intéressante puisqu'il s'agissait d'un Star Tour interactif, qui est donc l'attraction centrée sur l'univers du Faucon Millenium. Batuu, une planète de l'univers Star Wars qui n'existe pas dans l'univers cinématographique et qui ne rappelle pas la saga Star Wars aux visiteurs. Un arc narratif centré sur la nouvelle saga qui a aussi déçu les visiteurs. Et d'ailleurs, Disney est en train de revenir en arrière et depuis quelques temps, vous pouvez croiser de plus en plus de personnages de l'ensemble de la saga. Vous pouvez croiser The Mandalorian, Boba Fett, et il y a fort à parier que bientôt on pourra en fait croiser tous les personnages de la saga pour essayer d'attirer un peu plus de public dans ces zones-là. Ensuite, beaucoup de boutiques, de restaurants, d'expériences payantes dans un univers donc trop éloigné de la saga Star Wars finalement. Et puis, il y a eu l'ouverture de Rise of Resistance, qui pour le coup a été un succès critique. C'est aussi un succès en termes de nombre de visites, notamment à Walt Disney World, il faut reconnaître ça. Donc l'attraction la plus chère des parcs Disney,
sur plusieurs étages, un trackless monumental d'une complexité folle qui intégrait aussi une tour de chute, un nombre incalculable d'animatronics, un pré-show totalement spectaculaire, un nombre de cast members incroyable aussi pour la gérer dans différentes tenues pour respecter la chronologie de l'histoire, une attraction tellement complexe qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible de la faire dans sa version complète. Par exemple, cette année, je suis donc allé 2 fois à Walt Disney World. J'ai fait l'attraction quasiment 8 ou 9 fois. Je ne l'ai faite qu'une seule fois dans sa version la plus complète, quoique il y avait encore une scène qui ne fonctionnait pas. Donc beaucoup d'animatronics en panne, des éléments qui ne fonctionnent déjà plus, énormément de pannes, d'évacuation de l'attraction, d'une complexité folle, une complexité que a aussi connue Disneyland Paris à l'époque de l'ouverture de Ratatouille, qui tombe d'ailleurs régulièrement en panne encore aujourd'hui. Et puis, entre-temps, juste avant son départ, et finalement son retour, Bob Iger annonce le rachat de la Century Fox, alors même que James Cameron recommençait à travailler sur sa saga Avatar, sur laquelle il avait promis une suite. Et aujourd'hui, Disney est toujours dans cette volonté d'adapter ses grandes licences cinématographiques dans les parcs. Et bien, si on fait le bilan de tout ce qui s'est passé ces dernières années, Star Wars n'est plus la plus forte licence de l'univers Disney, et il y a fort à parier que Avatar va devenir l'une des plus grosses licences de la Walt Disney Company. Et donc pour moi, ce serait totalement logique que Avatar prenne la place de cette zone Star Wars. Et je dis ça avec le cœur lourd, car je suis avant tout un fan Star Wars, avant même d'être un fan Disney, mais Flight of Passage, World of Pandora, c'est à mon sens l'une des expériences les plus immersives, les plus poétiques, l'une des expériences les plus émouvantes que j'ai vécues dans un parc Disney. Et à côté de ça, j'ai l'impression que la saga Avatar va convaincre le public et va amener la Walt Disney Company très très loin. Par ailleurs, le Flying Theater est aussi une technologie beaucoup plus fiable, puisque à chaque fois que j'ai fait Flight of Passage, il n'y avait aucun défaut technique et je l'ai toujours fait dans sa version la plus complète. Une fois, j'ai constaté un défaut technique mais qui n'a pas été remarqué par les autres visiteurs. Il s'agissait d'un petit problème de son. Paradoxalement, c'est une technologie, je pense, beaucoup plus simple que Rise of Resistance, mais qui me procure beaucoup plus d'émotion et d'évasion. Et d'ailleurs, James Cameron a tout de suite annoncé, lors de la sortie de The Way of Water, qu'il avait l'intention d'écrire de nouveaux scénarios pour Flight of Passage, un peu comme un Star Tour. Il sera peut-être possible pour le visiteur de pouvoir expérimenter l'attraction sous différents angles grâce à ses futurs films. Et donc, contrairement à Rise of Resistance, Flight of Passage a aussi un avenir. C'est ça qui est fou, c'est que l'attraction a aussi un avenir et peut-être une suite. Et d'ailleurs, beaucoup de fans à Walt Disney World attendent aussi l'annonce d'une extension du World of Pandora. Bref, tous les signaux semblent indiquer que l'avenir de la Walt Disney Company, ça repose aussi beaucoup sur le succès d'Avatar. Et donc, même si je suis un immense fan du Galaxy's Edge et que c'est mon land préféré quand même à Walt Disney World, eh bien, il faut admettre que la meilleure attraction, mon attraction préférée à Walt Disney World, c'est Flight of Passage, et que pour le public, qui d'ailleurs est de plus en plus attaché aussi aux thématiques en lien avec ce qui se passe autour du réchauffement climatique, de l'écologie, tout ça me fait penser que intégrer World of Pandora à Disneyland Paris plutôt qu'une zone Star Wars serait le choix de la raison, tout simplement. C'était la réflexion que je voulais mener avec vous pour conclure cette semaine Avatar. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est le choix de la raison? Est-ce qu'il faudrait peut-être de nouveau miser sur une licence Disney très classique basée sur l'univers des princesses, comme fait beaucoup Tokyo Disneyland? Est-ce qu'il faudrait alors peut-être aller voir ce qui se passe du côté de Pixar avec pourquoi pas imaginer un vrai Cars Land plutôt que le truc nul qu'on a en ce moment? Ou est-ce que pour vous la licence Star Wars est une licence beaucoup plus fiable et pérenne? Après tout, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus ancienne et même après autant d'années d'exploitation, elle se maintient quand même bien. Elle a encore une fanbase qui est incroyable. Bref, toutes ces questions, on se les pose tout le temps et on espère évidemment très bientôt qu'il y aura l'annonce de cette troisième zone, de cette thématique. Et encore une fois, cette zone, elle sera construite, c'est sûr. La thématique reste à déterminer et il y a fort à parier qu'à mon avis, elle sera annoncée dans assez peu de temps. Et j'ai très hâte bien sûr qu'on en reparle sur la chaîne. À vos pronostics et j'ai vraiment très hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!